Chapitre 2. Léon, Élodie et Paul se tenaient devant la porte imposante du bureau d'Albert Dubois. Léon pouvait sentir une légère moiteur dans ses pommes, et il remarqua le froncement de sourcils de Paul, habituellement si calme. Élodie, elle, jetait des regards inquiets autour d'elle, les lèvres serrées en une fine ligne d'appréhension. Le directeur les invita à entrer d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée. Son bureau, d'ordinaire un havre de calme et de réflexion, semblait aujourd'hui imprégné d'une énergie perturbante. Les étagères remplies de trophées et de livres semblaient plus austères, et lui-même avait l'air fatigué, les traits tirés par l'inquiétude. « Merci d'être venu », commença Dubois sans préambule. Il posa ses mains sur son bureau, ses doigts légèrement tremblants. « Je tenais à vous parler des nouvelles politiques de sponsoring annoncées par Pardon. » Les trois amis échangèrent des regards rapides. C'était la première fois qu'ils voyaient Albert Dubois ainsi, affichant une faille dans l'armure de leader inébranlable qu'il portait habituellement. « Je ne vous cacherai pas ma frustration, poursuivit-il. Ces politiques mettent en péril l'essence même de notre école. Palmarou a été fondée sur les principes de mérite et d'égalité des chances, et cette décision va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons. » Léon prit une profonde inspiration, sentant le poids des mots du directeur. Il savait que Dubois ne faisait pas souvent état de ses doutes, et cela renforçait encore plus leur propre envie d'agir. « Nous ferons tout notre possible pour trouver une solution, monsieur Dubois, » dit Léon, sa voix ferme malgré l'incertitude qui le rongeait. Albert Dubois hocha lentement la tête, une lueur de gratitude dans les yeux. « Je sais que je peux compter sur vous trois. Mais rappelez-vous, vous ne devez pas négliger vos entraînements et vos études. L'équilibre sera difficile à maintenir, mais il est crucial. » Ils quittèrent le bureau du directeur avec un mélange de détermination et de crainte. L'école entière semblait maintenant peser sur leurs épaules. De retour sur le terrain d'entraînement, Léon, Élodie et Paul ressentaient déjà les impacts des nouvelles règles. Ils voyaient certains de leurs camarades discuter de toutes leurs tentatives pour trouver des sponsors, tandis que d'autres, comme Damien Malesherbes, semblaient naviguer dans cette nouvelle réalité avec une aisance déconcertante. « On ne peut pas perdre de temps, » dit Élodie. « Nous devons trouver des sponsors, mais aussi des solutions alternatives. » Ils commencèrent par parler à leurs entraîneurs respectifs. Monsieur Lambert, l'entraîneur du football club, les accueillit avec un sourire encourageant. « Je comprends votre situation et je ferai ce que je peux pour vous aider à trouver des sponsors, » leur promit-il. « Mais rappelez-vous, c'est votre comportement et vos performances qui attireront le soutien. » Ils décidèrent ensuite de contacter d'anciens élèves, espérant que ceux qui avaient réussi dans le passé pourraient leur offrir des conseils précieux. Parmi eux, Emma Lavillenie, ancienne championne de tennis et désormais coach renommée, accepta de les rencontrer. « Je suis passée par des moments similaires lorsque j'étais ici », leur confia Emma. « La clé est de rester visible et de montrer à quel point vous êtes tenace. Les sponsors cherchent des athlètes résilients, ceux qui surmontent les obstacles avec grâce. » Les jours suivants furent une série de rendez-vous, d'appels et de démarches administratives. Léon, Élodie et Paul se retrouvèrent souvent épuisés à la fin de la journée. Ils faisaient face à des refus et à des promesses non tenues, mais ils ne laissaient pas la fatigue entraver leur quête. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour discuter de leur progrès, Léon remarqua les cernes sous les yeux d'Élodie et l'air préoccupé de Paul. « On va y arriver, » dit-il avec une conviction qui masquait ses propres doutes. Le dortoir des garçons était plongé dans une douce pénombre, seulement éclairé par la lueur tamisée des lampes de chevet. Les ronflements réguliers de leurs camarades de chambre offraient un fond sonore rassurant, alors que Léon, Élodie et Paul, assis en cercle sur le sol, murmuraient à voix basse. Leur espace de conspiration était empreint d'une atmosphère à la fois secrète et solennelle. « Nous devons penser à quelque chose de concret, » chuchota Élodie, une note d'urgence dans la voix. « Les idées de collecte de fonds sont nombreuses, mais il nous faut des actions ciblées et efficaces. » Léon, les sourcils froncés de concentration, griffonnait des notes sur un carnet. « On pourrait organiser un tournoi interclub. Ça attirerait beaucoup de monde et potentiellement des sponsors locaux. » Paul, appuyé contre son lit, hocha la tête. «
Oui, mais ça demande une logistique importante et des autorisations. Nous n'avons pas beaucoup de temps ni de ressources. » Ils continuèrent à échanger des idées, chaque suggestion étant accueillie par un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Finalement, ils établirent un plan. Organiser une série d'événements pour lever des fonds et approcher les petites entreprises locales pour obtenir des parrainages. Les jours suivants furent une épreuve d'endurance. Les matinées et les après-midi étaient consacrés à des entraînements rigoureux, tandis que les soirées et les week-ends étaient dédiés à la mise en place de leurs initiatives. Ils commencèrent par organiser un match amical de football, suivi d'une vente de pâtisseries préparées par les élèves. Malgré leur enthousiasme initial, les résultats furent décevants. Les fonds récoltés étaient loin d'être suffisants et les sponsors potentiels semblaient hésitants à s'engager. « Je ne comprends pas, » soupira Léon, le visage marqué par la fatigue. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais ça ne suffit pas. » Élodie, les yeux cernés, posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est un début, Léon. On savait que ce ne serait pas facile. » Leurs échecs ne se limitaient pas au fond. Les doubles journées accumulaient une fatigue écrasante et cela se reflétait dans leurs performances sportives. Léon manqua un but crucial lors d'un match, Élodie se blessa légèrement à la cheville et Paul avait du mal à maintenir sa concentration lors des entraînements de judo. Il s'était même endormi pendant la séance de relaxation post-entraînement. Une nuit, après une journée particulièrement éprouvante, ils se retrouvèrent à nouveau dans le dortoir, leur visage exprimant la lassitude et la frustration. « Nous devons reconsidérer notre stratégie, » dit Paul d'une voix grave. « Nos efforts individuels ne suffisent pas. Nous avons besoin d'une approche plus collective. » Léon acquiesça lentement. « Peut-être que nous devrions impliquer plus d'élèves. Si nous pouvons montrer que c'est une cause commune, nous aurons plus de poids. » Élodie sourit faiblement. « C'est une bonne idée. Nous devons unir nos forces, pas seulement avec ceux de notre club, mais avec tous ceux qui partagent notre vision. » Ils passèrent le reste de la nuit à élaborer un nouveau plan. Ils décideraient de créer une coalition d'élèves issus de tous les clubs sportifs, unissant leurs efforts pour sensibiliser et mobiliser davantage de ressources. Cette approche collective permettrait non seulement de répartir la charge de travail, mais aussi de renforcer le sentiment de solidarité parmi les élèves. Le lendemain, armés de cette nouvelle stratégie, ils commencèrent à parler à leurs camarades de classe et à leurs coéquipiers, expliquant la situation et appelant à l'unité. À leur grande satisfaction, la réponse fut largement positive. Beaucoup d'élèves, même ceux issus de milieux plus privilégiés, comprenaient l'importance de préserver l'équité et étaient prêts à contribuer. Léon, Élodie et Paul coordonnèrent les efforts de leurs camarades. Ils organisèrent des réunions, répartirent les tâches et plâchent une série d'événements plus ambitieux.